Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de développer 10 points qui vous permettront de prendre votre vélo plus sereinement et d'écarter les risques et problèmes que vous pourriez rencontrer sur votre trajet. Le but de cette vidéo est de vous partager l'expérience que j'ai acquise en me déplaçant quotidiennement à Paris depuis des années et bien sûr de vous éviter de reproduire des erreurs que j'ai pu faire. Ce sera également l'occasion de répondre aux nombreuses personnes qui me demandent comment on peut faire du vélo dans une ville pareille, ce qui sous-entendrait qu'y circuler à vélo serait dangereux. Bon, vous verrez que c'est simple, accessible à tous, et surtout que c'est possible de le faire sans être stressé et en roulant cool. Bon, avant de commencer le sujet, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir cette chaîne. Et à ce propos, merci à Sherlock, le partenaire de cette vidéo. C'est une entreprise française qui propose des assurances pour vélo. Et ce que j'ai apprécié, c'est sa simplicité, sa fiabilité et sa transparence sur les prix. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très abordable. Je développe ça un petit peu plus tard. Pour faciliter votre visionnage ou le partage, cette vidéo a été chapitrée et vous pourrez retrouver l'ensemble des sources dans l'article en description. Alors la première chose à faire pour pouvoir se balader en vélo, eh bien c'est d'en avoir un. Et ça va dépendre de la durée de votre séjour à Paris. Si c'est pour quelques jours, vous pouvez opter pour les Vélib ou les vélos en free floating, qui coûtent généralement un petit peu plus cher, c'est-à-dire 1 € plus le prix de location à la minute, alors que les Vélib ça va être 1 € pour 30 minutes. Mais si vous le gardez plus de temps, eh bien vous devrez payer plus évidemment, sinon vous devrez le reposer toutes les 30 minutes. Et si vous souhaitez garder le vélo plus longtemps, comme une journée entière par exemple, n'oubliez pas qu'il y a des loueurs de vélos spécialisés. C'est dans certains cas plus pratique pour faire une longue balade. Je vous ai fait un petit tableau comparatif et vous pourrez le retrouver en description. Et ce type de location peut également correspondre à la location qui est plus longue durée, comme Swapfit ou Decathlon qui proposent de la location mensuelle. Et pour la très longue durée, eh bien il y a l'achat, et pour ça je vous renvoie vers la vidéo qui vous permettra de choisir quel type de vélo vous correspond le mieux. Une fois que vous avez choisi le vélo que vous souhaitez acheter, eh bien là il y a des choses à savoir qui ont changé assez récemment. Si vous achetez le vélo chez un professionnel qui soit neuf ou d'occasion, il doit être équipé d'un marquage. Ça ressemble à ça, et s'il est indiqué que le vélo est vendu prêt à rouler, il doit être équipé de l'ensemble des pièces obligatoires pour rouler, c'est-à-dire des lumières, des catadioptres et une sonnette. S'il manque l'un de ces éléments sur le vélo, il ne faut pas hésiter à le réclamer au vendeur, indiquant que c'est certainement un oubli, mais que c'est obligatoire. Une fois l'achat effectué, eh bien n'hésitez pas à valider votre code en ligne pour l'identification de votre vélo. Maintenant, si vous achetez un vélo à un particulier, eh bien vous l'achetez en l'état. Vous ne pourrez pas exiger au vendeur qu'il vous mette toutes les pièces obligatoires sur le vélo. Vous pouvez néanmoins demander au vendeur s'il y aura ces pièces, et si ce n'est pas le cas, de les ramener pour les équiper sur le vélo avant de repartir. Ce serait dommage de se prendre une amende quelques mètres plus loin parce qu'il vous manque un truc sur le vélo. Si le vélo a un marquage, demandez à son propriétaire de vous transmettre la propriété du vélo. Et s'il n'y a pas de code, eh bien je vous encourage vivement à demander au vendeur de remplir ce type de document. Cela permet de vous protéger si jamais vous achetez un vélo volé. Vous pourrez par la suite vous retourner contre votre vendeur. Et donc plus la valeur du vélo est conséquente, plus c'est important de se couvrir avec ce type de document. Un particulier qui s'est fait voler son vélo dispose de 3 ans avant la prescription du vol. Et si votre vélo était volé, eh bien son propriétaire n'aurait pas à vous indemniser pour le récupérer. Et enfin, ce document vous sera également demandé par certains assureurs, comme par exemple Sherlock, le partenaire du jour, qui permet d'assurer des vélos contre le vol et la casse. Vous serez par la suite beaucoup plus serein à chaque fois que vous laisserez votre vélo. Pour assurer un vélo, c'est super simple, il suffit de télécharger l'application. Une fois le vélo ajouté, vous pouvez indiquer la valeur de l'équipement. Vous devez disposer d'une preuve d'achat du vélo ou du fameux document indiqué juste avant pour l'achat d'occasion. Vous pourrez également en profiter pour faire marquer votre vélo. Sur l'application Sherlock, les différents points de marquage sont indiqués. C'est quelque chose que je vous recommanderais en général. Et si vous prenez l'assurance, avec le code Altisplay, vous bénéficierez d'un mois gratuit. Il est également important d'indiquer un cadenas compatible, c'est-à-dire suffisamment solide. Et pareil, de conserver la preuve d'achat de celui-ci. Sherlock permet de faire des tests pour voir si votre cadenas est compatible avec leurs offres. Sinon, vous avez le site de la FUB qui permet de tester la qualité d'un cadenas que vous avez déjà acheté ou que vous envisagez d'acheter. Bon, maintenant que vous avez le vélo, avant chaque sortie, vous devez faire 3 tests sur celui-ci. Vérifier l'état des pneus, s'ils sont bien gonflés, vérifier l'état des freins, avant et arrière, et vérifier l'état des lumières, si les batteries sont suffisamment alimentées, surtout si vous allez rouler la nuit. Vous pouvez également vérifier si on ne vous a pas volé un élément qui est obligatoire sur le vélo. Et en ce qui concerne le casque et les gants, ce n'est pas obligatoire. Ça dépend de votre maîtrise, de votre itinéraire. C'est le point que j'apporte juste après. Avant ça, si vous avez un pneu dégonflé, c'est d'ailleurs l'une des plus grosses hantises de la plupart des cyclistes, c'est la crevaison. Alors pas de panique, il y a plusieurs solutions qui peuvent vous sortir de là. Tout d'abord, apprendre à réparer une crevaison. N'hésitez pas à le faire chez vous, à vous entraîner, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué, il existe plein de tutoriels sur internet. Et une fois que vous saurez faire ça, déjà vous serez fier de vous, et vous paniquerez beaucoup moins en cas d'une crevaison à l'extérieur. Et pour pouvoir réparer ça, il faut que vous ayez toujours avec vous
le matériel. Alors il est peu encombrant, il tient par exemple moi dans ma gourde, il y a une chambre à air, des rustines, une pompe à vélo, des démontes pneus, et d'autres trucs en cas d'autres pannes. Si malheureusement vous venez de crever en ville et que vous n'avez rien pour réparer, eh bien là aussi ne vous inquiétez pas. Heureusement, grâce à l'explosion du vélo, il y a maintenant énormément de vendeurs tout autour de vous qui seront ravis de vous vendre du matériel. Évidemment, si vous avez votre matériel, vous pouvez également leur emprunter une pompe à vélo gratuitement. Et la réparation pour une crevaison coûte environ 15 € chez les professionnels. Et si vous êtes vraiment perdu au milieu de nulle part, eh bien essayez d'interpeller les autres cyclistes. Bonjour, est-ce que vous auriez une rustine ? Ah, et une pompe? Ah, punaise, ce serait trop bien. C'est bien parce que c'est toi. C'est bien toi. Ouais, Altis? Ouais. Ouais, t'as reconnu. Je me suis bien vu au masque. Bon, maintenant que ce type d'inquiétude est mis de côté, on va s'intéresser au choix de l'itinéraire. Car c'est ce qui va vous permettre de rendre un trajet sécurisant. Pour choisir ce trajet, vous avez l'application GeoVélo qui vous permet de choisir l'itinéraire le plus sécurisé en évitant les zones dangereuses. Par exemple, quand vous allez demander à Google Maps de vous proposer un itinéraire, il va vous demander de passer par la place de la Concorde. Alors que GeoVélo vous conseillera d'éviter au maximum cet axe en vous envoyant sur des pistes cyclables ou des rues annexes pour éviter que vous vous retrouviez dans des situations difficiles. Vous pouvez également signaler sur l'application des problèmes au niveau de la voirie pour en informer les autres usagers. C'est un petit peu le Waze du vélo. Et donc, en général, si vous débutez à vélo, je vous encourage fortement à oublier complètement les applications comme Google Maps ou Apple Maps et consorts qui sont déjà pas très doués pour les véhicules motorisés, alors imaginez pour les cyclistes. Pour rouler en sécurité, je vais respecter 3 règles que je me suis imposées. La première, c'est de respecter et de ne jamais mettre en danger les usagers faibles. La seconde, c'est de protéger ma propre existence aussi longtemps que cela ne s'oppose pas au premier point. Et la troisième va être de respecter le code de la route tant que cela ne rentre pas en contradiction avec les 2 précédentes règles. Pour revenir sur le premier point, l'anticipation est la clé. Gardez en tête que même si les autres usagers ne respectent pas le code de la route, ça ne vous donne pas le droit de leur manquer de respect. Insulter copieusement, prévenir au dernier moment, frôler ou encore pousser est vecteur d'accident, aussi bien pour vous que pour les autres usagers. Pardon? Restez pas là. Ah, bah oui. Merci. Excusez-moi. La plupart du temps, les personnes qui ne vont pas respecter ne vont pas vouloir volontairement vous mettre en danger. Personne n'a envie d'avoir un accident. Anticipez et informez le plus en amont possible. Si vous pensez qu'une personne ne vous a pas vu malgré vos codes sonnettes, ralentissez progressivement jusqu'à vous arrêter. Et ce, même si vous êtes prioritaire à une intersection, car la seule priorité à vélo, c'est de ne pas avoir d'accident. À ce jeu-là, en vélo, on n'a pas de carrosserie et on perd toujours. Ensuite, par rapport au point de protéger son existence, qui serait avant le respect du code de la route, eh bien par exemple, s'il y a un gros véhicule qui vient se stationner à côté de vous sans respecter le sas vélo et que vous vous retrouvez dans son angle mort, eh bien sortez au plus vite de cette zone. Et dans ce cas-là, si vous n'avez pas d'autre choix, eh bien oui, passez le feu rouge ou allez vous réfugier sur le trottoir. Alors c'est pas pour aller y continuer votre route, c'est juste pour vous mettre en sécurité le temps que le danger passe. Et ça va être la même chose si vous ne vous sentez pas en sécurité sur une route ou que vous venez d'être mis en danger par un autre usager, par exemple par un mauvais dépassement. Si vous avez la possibilité, essayez de vous arrêter dans un endroit protégé. Ça vous permettra de respirer un peu et, si c'est possible, de changer d'itinéraire pour trouver quelque chose de plus sécurisé. Et par rapport au dernier point, qui est le respect du code de la route, il existe plusieurs types de panneaux et d'aménagements qui sont destinés uniquement au cycle. Si vous souhaitez voir en détail ces règles, je vous invite à voir la vidéo Code du cycliste. Ici, je vais juste faire un petit débrief rapide. On a donc les pistes obligatoires, qui sont généralement des aménagements qui sont dans des contresens ou longeant des voies rapides, qui sont obligatoires pour les cycles. Et il y a les pistes recommandées, que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez. Il y a également les voies vertes, zones piétonnes ou pistes cyclables sur le trottoir, où les piétons et cycles partagent le même espace. Dans ces cas de figure, soyez très prudents, roulez à une allure modérée et laissez la priorité aux piétons. Ces aménagements ne sont que très rarement obligatoires, donc si vous souhaitez rouler plus vite, roulez en dehors de ces aménagements. Ensuite, dans les zones de rencontre et sens interdit, serrez votre droite. Faites également très attention aux piétons qui pourraient être surpris de votre venue dans ce sens interdit. Et d'ailleurs, il n'est autorisé de franchir un sens interdit que s'il est indiqué avec une bande cyclable au sol ou avec un petit panneau sous le signe sens interdit. Et pour les feux rouges, il y a le fameux petit panneau M12. Il permet aux cyclistes de franchir le feu rouge sous 3 conditions. La première, c'est que vous souhaitez aller dans le même sens que la flèche. La seconde, c'est qu'il n'y ait plus de piétons. La dernière, c'est qu'il n'y ait aucun véhicule engagé dans l'intersection. Pour plus d'informations, c'est pareil, j'ai aussi fait une vidéo sur les M12. Une dernière règle à savoir à propos des intersections qui est un peu bizarre, c'est que s'il n'y a pas de feu et que la piste cyclable longe un passage piéton équipé d'un feu, vous devez attendre que ce feu passe au vert pour pouvoir vous engager. Par exemple sur Sébastopol, tous les feux sont comme ça.
Et à l'approche d'un passage piéton, gardez en tête cette règle simple. Si vous n'avez pas de feu pour vous indiquer la priorité, considérez le passage piéton comme un cédé-passage. Les piétons seront toujours prioritaires. Il est maintenant important de faire un point sur tout ce qui pourrait être accidentogène. Les intersections, c'est le moment le plus dangereux quand on va circuler en cycle. Parce que c'est généralement le moment où on rencontre ce qu'on appelle des ruptures au niveau de l'aménagement cyclable. Il s'arrête, on rentre dans l'intersection, ou c'est des endroits où on est le plus sensible de se retrouver dans des angles morts. Au niveau d'une intersection, voici l'ensemble des points qui sont accidentogènes. C'est là où les trajectoires se coupent, on peut les retrouver principalement au centre et sur les côtés. Il faut donc au maximum éviter le centre de l'intersection, même si vous tournez à gauche. Et la solution, c'est de traverser à la hollandaise. C'est-à-dire que vous continuez tout droit, puis serrez sur le côté droit, dans un espace qui vous permet de vous arrêter en sécurité, pas au milieu de la chaussée. C'est une solution qui est encore peu utilisée par les cyclistes, même si à mon avis c'est l'une des plus sécurisées. Et si vous vous posez la question, le code de la route français autorise les cyclistes à aller à droite pour tourner à gauche. On va aller attendre à droite pour pouvoir tourner à gauche. Ici, en fait, t'as même pas le choix. Il y a tellement de passages de cycle et autres. Nickel. Ouais. Ensuite, si vous devez vous arrêter au feu, arrêtez-vous toujours au milieu du sas vélo, jamais à droite, car de nombreux feux sont équipés de M12, donc vous pourriez gêner les cyclistes qui remontent ou qui souhaitent tourner à droite. Ensuite, ce placement au milieu du sas vélo limite le risque qu'un véhicule vous dépasse par la gauche pour tourner à droite devant vous. Il ne faut pas hésiter à prendre de la place sur la chaussée au niveau de l'intersection, car de toute manière, il est interdit d'y faire des dépassements. Et évitez tant que possible de franchir une intersection à côté d'un autre véhicule. Si vous circulez sur une piste cyclable séparée de la circulation, à l'approche de l'intersection, commencez à ralentir. Si un véhicule à votre hauteur, attendez d'avoir le regard du conducteur pour continuer. Ces contrôles, je le fais systématiquement, et ça depuis un accident où je pensais que le chauffeur allait me laisser la priorité. Lui, il pensait qu'il allait avoir suffisamment de temps pour passer avant. Donc j'aurais vraiment un conseil, si vous avez le moindre doute, ralentissez, arrêtez-vous. Enfin, le dernier point, c'est de traverser un rond-point. C'est un petit peu la même chose, il faut bien se placer au centre de votre voie et indiquer clairement vos intentions, principalement pour éviter de vous faire couper la route par un véhicule qui vous dépasserait par la gauche. Donc en résumé, pour les intersections, prenez de l'espace, faites-vous voir et indiquez clairement vos intentions. On passe maintenant à la position sur la chaussée et les dépassements. Vous avez le droit en tant que cycliste de remonter une file par la droite s'il y a une bande cyclable ou piste cyclable. En l'absence de tel aménagement, il faut remonter par la gauche. Si vous remontez une file qui est en mouvement et qu'il y a un véhicule qui commence à ralentir ou s'arrêter, arrêtez-vous toujours à son niveau. Il est possible qu'il y ait un obstacle devant lui. Ah, voilà pourquoi il ne faut jamais dépasser un bus qui ralentit. Il y a l'autre qui fait une dinguerie avec la ligne blanche, mais ne jamais dépasser un véhicule qui ralentit. Un bon placement sur la chaussée va vous éviter pas mal de surprises. Notamment si vous voyez des véhicules stationnés, même s'il y a une bande cyclable, n'hésitez pas à vous écarter d'au moins une distance de bras des véhicules. Ce, encore plus si jamais vous voyez des feux de position ou clignotants sur le véhicule, parce qu'il y a une forte chance qu'il y ait une portière qui s'ouvre. Si jamais vous circulez sur une voie étroite, et que selon vous, cela ne permet pas un dépassement en sécurité, alors circulez au milieu de cette voie. De mon expérience, il est beaucoup moins dangereux d'avoir un chauffeur qui fait vroom vroom derrière qu'un chauffeur qui vous dépasse proche et qui pourrait vous déstabiliser sans même s'en rendre compte. Vous avez vu à quelle distance il est passé? Insupportable. Celui qui fait vroom vroom, au moins il vous voit. Essayez de ne pas vous laisser intimider et attendez qu'il y ait suffisamment d'espace pour pouvoir vous décaler. Et faire signe à l'automobiliste qu'il le peut. Et si jamais l'automobiliste vient discuter avec vous, ça m'est déjà arrivé, je lui explique très calmement qu'il n'y a pas la place de me dépasser, que je me sens pas en sécurité. Et la plupart du temps, dans ce type de rue, la vitesse est limitée à 30 km/h, donc il n'y a même pas à avoir de raison d'être dépassé. Si jamais c'est trop oppressant, que la personne se met à klaxonner, s'énerver, etc., ne serrez jamais à droite. Ralentissez progressivement jusqu'à ce que le véhicule derrière vous s'arrête et mettez-vous sur le bas-côté pour laisser passer le véhicule. Si la personne s'énerve, vous criez, il faut surtout pas vous énerver, vous lui expliquez, écoutez, je me sens pas en sécurité, je préfère m'arrêter et vous laisser passer, j'ai pas envie d'avoir d'accident. C'est quoi le problème, monsieur? Il n'y a pas la place, monsieur, pour dépasser. Non, il n'y a pas la place. Comme dans la vidéo, ne vous décalez qu'à partir du moment où il y a la place d'être dépassé en sécurité et essayez en tout temps de garder votre calme. La communication est l'un des points les plus importants pour pouvoir circuler sereinement. J'ai aussi mis ici en place 4 règles simples pour pouvoir échanger avec un autre usager. J'ai fait une vidéo spéciale autour de ce sujet, mais en résumé, quand je m'adresse à un usager, je commence toujours par une phrase d'introduction ou un bonjour. Je lui explique clairement le problème que je suis en train de rencontrer, accompagné de la solution, et enfin un remerciement si on arrive à avoir une conclusion positive à cet échange.
Le but, c'est de faire passer au chauffeur des émotions, lui montrer que vous avez été en danger, lui montrer que vous n'êtes pas dans une situation agréable, plus que lui demander de respecter le code de la route. Il y a malheureusement des grands malades sur la route, j'en ai été victime. Ce que je vous recommanderais, c'est ce que j'ai fait, c'est qu'à partir du moment où vous avez été mis en danger volontairement, allez déposer plainte contre ce chauffeur. Ce n'est pas normal d'être mis en danger sur son trajet et la justice doit jouer son rôle. Plus il y aura de personnes qui porteront plainte contre ce genre de comportement, plus la justice prendra ces cas au sérieux. Et par rapport à mon agression et le cas que j'ai eu, je vous ferai une vidéo explicative par rapport à ça, ce qui permettra d'ouvrir le dialogue sur ce sujet grave et d'encourager un maximum de personnes à réagir face à ce type de comportement. Donc voilà, vous connaissez tout sur mes règles de survie qui me servent au quotidien et qui me permettent de bien anticiper. Il reste maintenant un dernier point, c'est le stationnement du vélo. Choisissez de préférence un arceau vélo et un qui n'est pas démontable, car oui, il arrive de trouver des trucs comme ça boulonnés. Évitez ça au maximum. Vérifiez que votre vélo est bien attaché entre son cadre et un point fixe. D'ailleurs, ce que j'ai trouvé intéressant dans l'application de Sherlock, c'est qu'elle dispose d'un plan qui permet de trouver des endroits où attacher votre vélo en sécurité. Vous pouvez aussi utiliser l'application pour planifier un itinéraire, et il est également possible d'ouvrir votre planificateur d'itinéraire préféré via cette application. Et qu'une fois que vous avez attaché votre vélo, vous pouvez le prendre en photo, qui vous permet de faire le contrôle si vous avez bien attaché le vélo finalement. Et si vous le faites, le remboursement du vélo sera effectué dans les 48 heures après sa déclaration de vol et vous paierez 2 fois moins cher la franchise, c'est-à-dire uniquement 5%. Si vous n'avez pas pris de photo, vous serez également remboursé 48 heures après la déclaration de vol, mais vous n'aurez pas de réduction sur la franchise. Et sur ce sujet, j'ai également une vidéo qui vous permet de vérifier si votre vélo est bien sécurisé en suivant plusieurs points. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'avec toutes ces informations, vous pourrez utiliser votre vélo plus sereinement. N'hésitez pas à la partager à vos amis et connaissances qui se mettent au vélo. Il est également possible de faire des extraits de cette vidéo à partir de ce petit bouton que vous pourrez partager. Merci encore aux partenaires du jour, Sherlock, qui permet de soutenir ce type de contenu, et également à toutes les personnes qui me soutiennent sur Utip, Tipeee, Twitch et YouTube. C'est grâce à vous que tout ce contenu est disponible gratuitement ici. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, et bonne route. Ah, le fameux tag à droite Paris. Magnifique graphe.